Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue sur Radio Ma'arif, un nouveau podcast Tribu. Nous sommes avec Ahmed Skounti. Salut, c'est Ahmed, comment vas-tu? Bonjour, c'est Reda. Est-ce qu'il faut répéter que je suis toujours anthropologue, toujours consultant à l'UNESCO sur le patrimoine culturel, anthropologue de l'INSAP, expert? Non. C'est pas la peine. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, ça va. Voilà. Très bien. Aujourd'hui, tu as un gros sujet. Aujourd'hui, c'est toi qui nous as proposé ce sujet. On va parler de Tifinagh, l'écriture amazigh. Et on va s'intéresser aux origines de cette écriture, sur lequel il y a eu énormément de débats au Maroc déjà. Il y a une vingtaine d'années, donc les débats ne sont pas réglés. Beaucoup de débats, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, beaucoup même de polémiques sur Tifinagh. Ce qu'il fallait. Je te laisse nous parler des origines de cette écriture très importante aujourd'hui, qu'on voit, on commence à peine à la voir sur les panneaux routiers, autoroutiers. Ça va pas vite, quoi. Ça va pas vite. Donc c'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, c'est pas de voir le développement, c'est de voir l'origine. Je t'écoute. On peut très bien, tout à l'heure, si vous voulez qu'on parle de la présence du Tifinagh dans l'espace public aujourd'hui, on peut en parler, mais effectivement, d'abord, on est censé parler de ses origines. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle émerge, cette écriture. On n'a pas de date, sauf une, 138 avant Jésus-Christ. C'est la dédicace d'un roi qui s'appelle Micipsa, à son père Massinissa. On est au royaume numide, dans l'actuelle Tunisie et partie orientale de l'Algérie. C'est là que se trouvait le royaume de la Numidie. Le plus grand roi qui soit connu de cette dynastie, c'est Massinissa. Donc son fils Micipsa décide de lui faire une dédicace et de lui construire une sorte de mausolée dans lequel il met une stèle. Il est mort, son père, hein, bien sûr. Il est mort, son père. Lui, il est roi à sa place. Lui, à l'occasion du 10e anniversaire de son règne, Micipsa, donc. 10 ans après la mort. 10 ans après, il décide de construire un monument à la mémoire de son père, dans lequel il y a une dédicace bilingue, punique, libyque. Libyque, c'est l'ancêtre du Tifinagh. Et punique, c'est l'ancêtre de quoi? Et punique, c'est un dérivé du phénicien, qui était utilisé à Carthage par les Phéniciens. Par les Phéniciens et les Puniques. Les Puniques, c'est une sorte de mélange entre les Nord-Africains et les Phéniciens qui a donné le Punique. Donc on a cette stèle bilingue dont on sait qu'il date de 138 avant Jésus-Christ. Mais est-ce que cette date est la plus ancienne? Est-ce que cette écriture a émergé à ce moment-là? C'est difficile à dire. On ne peut pas dire que l'écriture a émergé à ce moment-là et qu'il venait juste... Non mais cette stèle, la partie Tifinagh, tu la lis? Enfin, on la lit. Oui, on la lit. Ah d'accord, et ça dit quoi? On la lit. Alors ça dit en gros, les gens se sont mis d'accord pour construire ce monument à la gloire de Massinissa. Et cette décision a été prise par son fils héritier, Micipsa. Mais en tout cas, cette stèle, il nous donne une date sûre, qui nous dit que cette écriture était utilisée au IIe siècle avant Jésus-Christ. D'accord? D'accord. Mais on ne peut pas dire que l'écriture n'existait pas avant. Il ne pouvait pas émerger comme ça, ex nihilo, au IIe siècle avant. Donc probablement il existe bien avant et que cette stèle est une manifestation à un moment donné, donc au IIe siècle avant Jésus-Christ, de cette écriture. Mais il y a d'autres manifestations de cette écriture qui pourraient être plus anciennes que cette stèle de la dédicace à Massinissa. Ils ne sont pas datés avec précision, mais on pense que cette écriture pourrait être beaucoup plus ancienne que le IIe siècle avant Jésus-Christ. Il y a un certain nombre d'inscriptions qui ont été trouvées un peu partout. D'abord, il faut dire que cette écriture, ces manifestations, on les trouve sur toute l'Afrique du Nord, au sens vraiment large, jusqu'au Soudan, jusqu'à l'ouest de l'Égypte, sur toute la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, une partie de la Mauritanie, le Niger, le Mali et jusqu'aux îles Canaries. Donc c'est une extension maximale sur le territoire sur lequel on fait l'Afrique du Nord et dans lequel les Amazirs avaient un rôle. Quand tu dis on les trouve dans tous ces pays, on trouve des choses qui datent de quelle époque? De toutes les époques. Toutes les époques. De toutes les époques. Dans la partie nord de l'Afrique du Nord, jusqu'à la disparition de cette écriture, probablement vers le 5e, 6e siècle après, peut-être au moment de la conquête arabe, vers là, son utilisation disparaît de la partie nord de l'Afrique du Nord.
il continue à être utilisé chez les Touaregs, dans le sud algérien, dans la Gare, au Mali, au Niger, en Libye. Les Touaregs continuent à l'utiliser avec le nom d'ailleurs qu'on lui connaît aujourd'hui, le tifinagh. Alors, comment se présente cette écriture? Il se présente sous deux formes principales. La première, ce sont des stèles funéraires ou des dédicaces comme celle que je viens de mentionner, la dédicace à Massinissa. Donc, stèle monumentale à la gloire d'un personnage. Ou alors, stèle funéraire dans laquelle on va trouver le nom de quelqu'un qui est mort là et pour lequel on a placé une stèle. Et en général, c'est un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. Cette écriture semble avoir une orientation verticale, de bas en haut. C'est-à-dire quand on écrit de bas en haut et on fait des... C'est pas ce qu'on a aujourd'hui. C'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a de gauche à droite. De gauche à droite, ouais. Comme le latin. Comme le latin, voilà. Mais à l'origine, c'est une écriture verticale, de bas en haut, et les stèles funéraires qu'on trouve un peu partout dans les pays que je viens de citer respectent cet usage. Par la suite, il y a eu d'autres orientations. On va trouver toutes sortes d'orientations horizontales, de droite à gauche à droite. Parfois même, on appelle ça en boustrophédant, c'est-à-dire une sorte de, un peu comme l'escargot, des lignes un peu en spirale. Donc la première catégorie, ce sont des stèles funéraires et des dédicaces. On les retrouve dans la partie nord de l'Afrique du Nord. Et dans la partie centrale et méridionale, on trouve une autre catégorie qu'on appelle les inscriptions rupestres. Ce sont des écritures des inscriptions avec cette même écriture qui sont cette fois-ci associées à la rupestre. On va trouver des représentations d'animaux, des dromadaires, des chevaux, des bovins, des anthropomorphes, c'est-à-dire des figurations humaines, auxquelles sont associées quelques lignes d'écriture qu'on appelle l'écriture libico-berbère. Qu'on ne comprend pas. Qu'on ne comprend pas, pour deux raisons au moins. Parce qu'il n'y a pas un seul alphabet, même si l'écriture est une, il y a probablement plusieurs alphabets. Et la deuxième raison, c'est que dans le temps aussi, il est probable aussi que les alphabets ont changé jusqu'à donner une diversité qu'on constate aujourd'hui. Par exemple, parmi les Touaregs, on a 5 alphabets différents. Mais alors la question que je pose, elle est comment on sait que c'est la même langue, ou la même écriture, vu qu'il y a 5 alphabets? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais quand on ne les voit pas, même pour les auditeurs, c'est très difficile à expliquer quand on ne voit pas ça de visu. On est certain que l'écriture est la même, parce que c'est les mêmes matériaux. Après, les communautés, que ce soit dans différentes régions de l'Afrique du Nord ou à différents moments de l'histoire, elles ont créé des alphabets qui leur sont propres, à partir des mêmes matériaux. Des dérivés, en fait, des dérivés. Voilà, des dérivés, exactement. Quand tu prends, par exemple, les tableaux des 5 alphabets Touareg actuels, les différences sont très minimes. Il y a une minorité de lettres où les uns ont choisi tel ou tel signe et les autres un autre. Mais sinon, la majorité des caractères, ils sont semblables. Si je récapitule, on a une langue, une écriture qui, dans des orientations différentes, bas en haut, en bas, etc., a été retrouvée dans toute l'Afrique du Nord, de l'Égypte, du Soudan jusqu'au Maroc, bien sûr, la Mauritanie, Algérie, Tunisie, Libye, etc., donc qui était très très diffusée. Cette langue, c'est le tifinagh, et elle a disparu dans le nord de l'Afrique à peu près vers le 6e, 7e siècle, c'est ça? Elle a continué à perdurer dans le sud de cette bande dont on parle, donc dans la zone sahélienne plutôt, ou bien sahraoui, on est d'accord? Et toi, tu lis cette disparition à l'arrivée de l'arabe, c'est ça? Ou c'est une hypothèse ou... En tout cas... Dans le nord. Oui, dans le nord. C'est l'arrivée des Omeyyades à peu près. Dans le nord, on ne sait pas. On ne sait ni quand exactement, ni pourquoi cette écriture disparaît. Tout ce qu'on sait, c'est que, par exemple, les chroniqueurs arabes n'en parlent pas. Ibn Hawqal, Idrissi, tous ces gens qui ont quand même observé assez attentivement l'Afrique du Nord, où la conquête musulmane est arrivée à ce moment-là, ils n'ont pas relevé cette écriture. Donc, on suppose qu'il était cantonné peut-être dans des communautés relativement isolées, si elle était encore en usage,
elle était suffisamment soustraite à leur regard pour qu'elle ne soit pas relevée. Donc elle n'était pas très généralisée en fait. Oui, ça renvoie à la question de la fonction même de cette écriture. Voilà, c'est quoi la fonction même Et de ça, cette écriture? c'est une question très importante. En dehors de l'usage qui en a été fait par les Numides, Usage funéraire. dont j'ai parlé, surtout les dédicaces. Oui. La dédicace à Massinissa, on a là un usage officiel. C'est un pouvoir politique qui a utilisé cette écriture, d'ailleurs avec le punique, remarquez le bilinguisme, dans un monument qui a une fonction politique claire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. En dehors de cet exemple, Un mausolée, quoi, une sorte un mausolée, le mausolée de Massinissa. En dehors de cet exemple numide, ailleurs, c'est un usage funéraire et c'est un usage associé aux gravures rupestres. On ne peut pas parler d'un usage politique, d'un pouvoir centralisé. La preuve, les monnaies des monarques mauritaniens, sur lesquels vous avez fait pas mal d'émissions, Ouais. Bocuse, Ouais. Bogoud, Sifax, Aderbal. voilà, les premiers, oublions Juba qui était sous l'autorité des Romains, bon, il a utilisé le latin, mais les rois mauritaniens ont utilisé le punique sur leur monnaie. Donc ils n'ont pas utilisé le tifinagh. Le libique, le tifinagh, n'a pas utilisé sur les documents de la souveraineté ou les supports liés au pouvoir, comme la monnaie par exemple. D'accord, mais c'est une chose importante que tu nous dis. Absolument. Ça montre que c'est une écriture qui est beaucoup plus communautaire, beaucoup plus liée à des rites funéraires, puisqu'on la retrouve principalement dans un usage funéraire, en tout cas dans cette partie nord, qui n'avait pas de place dans la construction de l'État. Si je bloque la discussion sur le nord de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire l'endroit où on est aujourd'hui, on a un trou entre l'utilisation de ces langues à l'époque pré-islamique, Massinissa et compagnie, et l'usage récent qu'on voit arriver au XXe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Entre-temps, cette écriture est complètement tombée dans l'oubli. Même, par exemple, Lyon l'Africain, au XVIe siècle, ils n'ont dit aucun mot, et les Africains n'ont pas c'est-à-dire les Berbères, en gros, n'ont pas d'écriture, donc ils n'en parlent pas. Donc il est tombé dans l'oubli dans cette partie nord de l'Afrique du Nord, jusqu'à ce qu'elle soit redécouverte au XXe siècle. Et ça, c'est une histoire liée à ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que les militants, en particulier de l'Académie berbère, qui est une association qui avait été créée à Paris dans les années 60 du XXe siècle, ils ont redécouvert cette écriture, à la fois parce qu'ils ont lu l'histoire, ils ont vu les documents qui ont été publiés par les chercheurs, et en même temps parce qu'ils ont vu que aussi parmi les Touaregs, cette écriture est toujours là, elle est écrite sur le sable et sur les pierres, etc. Et donc, dans leur recherche identitaire, ces militants ont essayé de créer des symboles. Le drapeau amazigh, c'est l'Académie berbère. Le tifinagh, le néo-tifinagh redécouvert, c'est l'Académie berbère. Donc ils ont donné en vérité une impulsion à la redécouverte de cet alphabet. Il a commencé à circuler, il a commencé à être utilisé par les militants. Et il y a au moins 3 ou 4 variantes de néo-tifinagh qui ont été créées par les uns et les autres, en particulier des associations. Il a commencé à être utilisé au Maroc. Je ne sais pas si vous vous rappelez la revue Amazigh et la revue Tifinagh qui avait été créée par Ouzina Hardan dans les années 80 et 90. On y voyait déjà les tableaux de cet alphabet néo-tifinagh qui a commencé à circuler parmi les militants au Maroc. Voilà. C'est comme ça que l'histoire de cet alphabet renaît à la fin du XXe siècle. Et on arrive au moment où, après le discours d'Ajdir, le roi a décidé de la création de l'Institut royal de la culture amazigh, l'IRCAM, suite au manifeste berbère qui a été présenté par Mohamed Chafiq et beaucoup d'autres intellectuels. Et donc, la décision d'introduire l'amazigh à l'école, en 2003, mais avec quel alphabet? Oui, je me rappelle très bien du débat voilà, entre les partisans de l'alphabet latin, les partisans de l'alphabet arabe, et les partisans du tifinagh qui finalement s'est imposé. On va pas refaire le débat parce que c'est très long. Et c'est un débat très complexe avec des éléments culturels, religieux, pratiques, même informatiques à l'époque. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui on a donc un tifinagh qui est une écriture qui, alors je synthétise parce que c'est une découverte, qu'on trouve dans l'utilisation d'un certain pouvoir politique pré-islamique et qui disparaît jusqu'au son retour
spectaculairement par la grande porte au XXe siècle. Absolument. Quel destin, Absolument. quel destin pour cette. C'est un destin singulier. Si je peux me Je sais pas permettre, si ça existe ailleurs. si je peux me permettre, Sereda, de Oui, faire un vas-y. lien avec, entre ce débat et quelque chose d'assez personnel, parce que au moment où il allait y avoir ce débat, de quel alphabet va-t-on se saisir pour écrire la langue amazigh maintenant qu'elle doit être introduite à l'école? Avec deux collègues, on était à Marrakech, Abdelkhalq El-Mejidi, que vous avez déjà accueilli dans Ouais, spécialiste de l'art rupestre. Radio Ma'arif, spécialiste de l'art Excellent, rupestre. excellent personnage. Et un collègue qui nous a quittés en 2020, Mustafa Nami. Il nous a parlé de votre Arhamou. ouvrage commun. Exactement. Voilà. On était en train de travailler parce que moi, quand j'ai rejoint le Centre national du patrimoine rupestre à Marrakech, ils avaient déjà fait beaucoup de missions sur le terrain. Ils ont réuni une documentation importante sur l'art rupestre, les gravures et les peintures. Et à chaque fois, dans les rapports que je lisais de leur mission, je voyais, parce que moi j'étais novice, j'arrivais juste, j'ai été muté de Marrakech dans ce centre, et je voyais dans leur rapport la mention d'inscription libico-berbère. Et je leur ai posé la question, et si on s'intéressait à ces inscriptions? Et Mustafa, Allah yarhamou, Abdelkhalq, ils ont dit, mais pourquoi pas? Et on a commencé à travailler. À l'époque, on travaillait avec les diapositives sur chariot. Vous vous rappelez, la vieille génération. On les place sur un chariot, on les passe. Alors, on regardait les diapositives toute la journée. On regardait des inscriptions. On essayait de comprendre. Et c'est de là qu'est née l'idée de ce livre, Tira aux origines de l'écriture au Maroc, dans lequel on a réuni ce qu'on connaissait à l'époque, en 2000, 2002, sur les inscriptions qui sont associées à la rupestre. C'est la deuxième catégorie dont je parlais tout à l'heure. Voilà, et ça a coïncidé avec le débat, et ça a donné des arguments aux défenseurs de Tifinagh quand les livres ont été publiés par l'IRCAM, dont c'était d'ailleurs la première publication. On va quand même poser les bases du débat. Il y a ceux qui voulaient écrire l'amazigh en lettres latines, pour des raisons déjà pratiques, parce que les claviers à l'époque, c'est le début d'Internet, les claviers étaient en latin. Il y a ceux qui voulaient écrire en lettres arabes. Il y avait aussi un conservatisme. Moi, je vous livre en vrac tout ce que j'ai entendu à cette époque-là. Les lettres arabes qui étaient perçues comme une atteinte à la sacralité de la langue arabe par d'autres individus, ce qui est bizarre vu que je pense le turc ou le perse peut être écrit en arabe. Le tifinagh avait comme problème le fait qu'il n'était pas connu, donc tout le monde devait l'apprendre plus ou moins, et qu'on perdait du temps en particulier sur la numérisation, le fait de pouvoir se communiquer rapidement il n'y a pas encore de smartphone, mais tout ça. Donc voilà en gros, je ne sais pas si j'ai fait Et oui, il y avait également l'argument qui disait d'écrire de l'amazigh en lettres latines va appuyer la thèse d'un mouvement sponsorisé par les ennemis de la nation, etc. C'était très à la mode ce genre de théorie. Je ne sais pas si j'ai tout résumé, mais il y avait d'autres arguments, mais ça a duré longtemps. Hein, Oui, tout à fait. Les trois positions étaient clairement antinomiques. Les tenants du latin disaient il y a déjà une production en latin, donc continuant, c'est surtout les chercheurs, les études, les jeunes, les militants de la mouvance amazigh en gros. Les autres, le caractère arabe, d'aucuns disaient mais on a déjà écrit en arabe du temps des Almohades et même les manuscrits les plus récents, Aouzel, Bahr al-Dumou, tout ça, c'est quand même écrit en caractère arabe. Pourquoi ne pas se saisir de cette graphie? Et gagner du temps, parce qu'il y a aussi une notion de pragmatisme. Oui. C'est-à-dire que si on écrit en caractère arabe, on peut écrire demain. Absolument. Et donc, le tifinagh, il y avait des gens qui optaient aussi pour le tifinagh. Et finalement, je crois que c'était une sorte de solution moyenne. Le tifinagh était une solution moyenne parce que les deux autres étaient tellement... Il y avait beaucoup... C'est un débat, il y a quand même beaucoup d'idéologie. Il y avait beaucoup d'idéologie. Voilà. Alors, pour terminer sur ce tifinagh, ce libico-berbère rupestre, vous voyez des lettres, n'est-ce pas? Vous arrivez à comprendre les sons, si on imagine qu'ils n'ont pas, ou vous ne comprenez rien à ce qu'il y a écrit? Non. Eh bien, j'ai posé la question à Abdelkhalq El-Mejidi. Est-ce que il faut attendre le Champollion de cette écriture? Champollion, celui qui avait décodé les hiéroglyphes égyptiens. Il avait un grand texte, la pierre de Rosette, je pense, avec le même texte en plusieurs langues. Est-ce qu'on aura un Champollion chez nous qui va nous décoder ça? Absolument. Ben, tu parles avec mes propres mots. C'est exactement ce que j'étais en train de dire il n'y a pas longtemps. Quand est-ce qu'on aura un Champollion? Je l'ai dit d'ailleurs aux conférences sur cette question que j'ai faite à Aix-en-Provence il y a 2 semaines. Je lui ai dit, on attend notre Champollion. Moi, j'ai une idée, une hypothèse, mais je ne sais pas. J'essaie de l'exposer à des chercheurs, je ne trouve pas encore preneur. C'est de se saisir de l'intelligence artificielle.
mais c'est vraiment une intuition. En rentrant des phrases et des phrases. Voilà, en rentrant tout ce corpus, est-ce qu'on peut en tirer quelque chose? Eh bien, si Abdelkhalek nous a dit la même chose, donc vous êtes alignés. On en a discuté. Voilà, Ouais. c'est bien logique. En tout cas, on verra. Mais en tout cas, il y a une question sur la question de l'adoption par un pouvoir politique. L'histoire retiendra que Mohamed VI a fait de cet alphabet un alphabet officiel pour la première fois de son histoire, comme Messipsa. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que les gens devraient savoir, cet alphabet? Est-ce qu'il est facile à apprendre d'ailleurs? Oui, on en a parlé, mais ça, il faudrait peut-être une autre émission pour en parler. Mais oui, une facilité déconcertante. Les enquêtes qui ont été faites par l'IRCAM démontrent que les élèves, quels qu'ils soient, ils l'apprennent vraiment très très vite. Les lettres ne changent pas de forme. Tu sais, quand tu écris en arabe par exemple, sin, Qui est le signe au milieu, signe au début, au milieu, Bien à la sûr, fin, bien il sûr. prend 3 formes différentes. Déjà, c'est assez compliqué. Mais les gens arrivent quand même à l'apprendre. On l'a tous appris, donc il n'y a aucun problème. Même s'il a 3 formes, on arrive à Là, tu as des lettres qui ne changent quasiment Oui, mais c'est pas. parce qu'il n'y a qu'une seule écriture. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'écriture cursive. Voilà, c'est-à-dire que c'est des capitales. Voilà. C'est des lettres C'est une lettre après un peu l'autre. comme les écritures chinoises, asiatiques, etc. D'accord. Eh bien, mettez-vous-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup, aussi Ahmed. Et à la semaine prochaine Rien. pour un nouveau podcast sur Radio Ma'arif. les amis. Merci à vous. Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.